Ce que l'usage du gros plan chez Eisenstein, ce n'est pas du close-up à strictement parler. Ce n'est pas juste j'ai envie de m'approcher. C'est la construction, parce qu'il n'y a jamais un gros plan, il y en a toujours plusieurs, deux au minimum. C'est la construction d'une image dialectique de la partie et du tout, du présent manifeste et du futur encore latent, même pour quelques secondes, de l'hypnose, du fantasme d'un côté, et d'un autre côté, de quelque chose qui est de l'ordre de l'objectivation. C'est pour ça qu'il y a des éléments tellement fantasmatiques dans le Potemkin qui sont mélangés avec des éléments de parfaite objectivation, des éléments quasi documentaires, et même complètement documentaires. Le gros plan est indissociable du montage comme processus et comme outil par excellence pour la dialectisation des images. Or, qui dit montage, je le répète, dit coupure. À nouveau, j'insiste, le cadre est une découpe spatiale, bien sûr, mais c'est une découpe également temporelle. La façon dont il est coupé dit aussi la façon dont il va danser. Donc, qui dit gros plan, dit montage. Mais qui dit montage, dit aussi conflit. Il y a conflit, vous avez vu dans la séquence, il y a là, le photogramme que je vous montre, le visage descend ou la caméra remonte, en tout cas vers quelque chose de très flou, comme si elle entrait dans la mort. Hein. Mais tout de suite après, il y aura le même mouvement, mais derrière elle, il y aura son bébé. Et là, ce n'est plus la mort en général, c'est le bébé qui survit. Eisenstein l'exprime sous une forme presque de... Vous savez, je crois qu'il faisait partie du génie, enfin, il avait une formation, son père était ingénieur, il avait un côté ingénieur. Et alors, il exprime les choses en termes de machine. Et il dit en fait que sa façon de travailler les gros plans, c'est comme si à des moments, il produisait un processus de compression, il compresse dramaturgiquement ce qu'il est en train de raconter, et à force de compression, paf, il crée des explosions, ce qu'il appelle des explosions pathétiques. C'est dans les mémoires. Voilà ce qu'il dit. Beaucoup, probablement, ont eu la gorge serrée dans la scène du deuil sur le cadavre de Vakulinchuk. Mais probablement personne parmi ces millions de spectateurs du film n'a remarqué ni retenu un minuscule fragment de montage de quelques cellules dans cette même scène. À proprement parler, pas dans celle-ci, mais dans la scène où le deuil se transforme en colère, qui est notre sujet, hein, c'est ça, et où la fureur populaire éclate en un meeting de protestation autour de la tente. Qu'est-ce que c'est une explosion en art ? Une explosion en art, écrit Eisenstein, particulièrement une explosion pathétique des sentiments, se construit exactement selon la formule même d'une explosion dans le domaine des substances explosives. J'ai appris cela autrefois à l'école des enseignes ingénieurs militaires, dans la classe des mines. Ici comme là, on commence par augmenter fortement la pression. Bien sûr, les moyens eux-mêmes sont différents et le schéma n'est pas du tout général. Puis, on fait exploser le cadre qui contenait la chose et le choc fait jaillir des myriades d'éclats. Ce qui est intéressant, c'est que l'effet ne réussit pas si on n'insère pas entre la compression et l'image même un fragment indispensable, destiné à accentuer et qui s'éparpille de tous côtés en traçant l'éclatement avec précision. Dans une explosion réelle, ce rôle est joué par une capsule. Ça s'appelle le détonateur, tout aussi indispensable dans la partie arrière d'une cartouche de fusil
que dans la liasse de pétards de pyroxyle posés près des fermes d'un pont de chemin de fer. Eh bien, de tels fragments, c'est-à-dire des détonateurs, dit-il, il y en a partout dans le Potemkin. Là, il ne dit pas lesquels exactement. Mais bien sûr, on les voit. On les voit. C'est comment la vieille arrache son châle ou des choses comme ça. Il a joué, mais il a joué sur... jouer, c'est toujours jouer sur. Il a joué sur des conflits de plans. Dans cette scène de lamentation, il y a femme versus homme. Il y a pleureuse solitaire versus groupe de pleureuses. Il y a pleureuse et il y a pleureur. Il y a personnes accablées versus des personnes qui ont presque l'air contentes, les bourgeois au début. Mais il y a des personnes accablées, mais il y a aussi versus des personnes enragées, en colère. Il y a des mouvements vers la terre, des poings qui se baissent, versus des gestes qui vont vers le ciel. Il y a dans la même scène, c'est très important, puisque ça définit aussi pourquoi cette mère, celle que je viens de vous montrer, c'est une bourgeoise. C'est pas une femme du peuple. Il y a la mère tzigane et il y a la mère bourgeoise. Il y a les deux. Il faut les deux pour la scène. Donc, il y a petit peuple au début versus bourgeois méprisant, mais ça va changer, etc. Donc, il y a sans arrêt des processus, le montage et le gros plan permet de créer ces myriades de conflits qui vont créer la complexité de la scène. En même temps, tout aussi bien, il y a des choses qui s'attirent. Il y a toutes les attractions susceptibles d'advenir à travers les conflits eux-mêmes. Il y a une grande tristesse, mais elle est attirée vers la révolte. Il y a ce mouvement-là. Il y a quelque chose qui est, moi, ce que je trouve parmi le plus beau dans cette scène, c'est comment les vieux, les vieilles personnes se sont d'une certaine façon unanimes avec les jeunes. Voilà. Le jeune matelot, la jeune femme du Bund, et en même temps les vieilles qui se lamentent, etc. Tout ça, elles sont liées à un même mouvement de soulèvement. Donc, il y a à la fois des conflits et il y a des attractions. Deux notions extrêmement importantes chez Eisenstein. Il emploie ces mots indissociables chez lui. Je ne vais pas aujourd'hui vous parler de ce mot d'attraction. Il est très, très, très important. En 1923, c'est-à-dire très tôt, 2 ans avant son film, avant de tourner son film, Eisenstein publie une théorie du montage des attractions. C'est dans le premier volume des œuvres, dans l'édition 10-18. Le montage des attractions, je vous en reparlerai probablement précisément. Ce mot attraction, c'est le même mot en russe, pris dans toutes ses harmoniques, puisqu'une attraction, vous savez ce que c'est une attraction, vous avez par exemple une pièce de théâtre, et puis tout à coup elle s'interrompt, et puis vous avez un sketch ou un numéro de magie au milieu d'une pièce de théâtre. Ça se fait plus aujourd'hui. Ça s'appelait une attraction. C'était des sortes de coupures dans la continuité d'une histoire ou d'une dramaturgie au théâtre. Et ça avait évidemment quelque chose à voir avec le cirque ou avec le cabaret ou avec les clowns. Voilà, c'est pour ça que même dans une des pièces de théâtre qu'il a montées, donc en 23 ou 24, plutôt en 23, Eisenstein a réalisé son premier film. C'est un film burlesque, ça s'appelle Glumov, et c'est un film burlesque qui était projeté au milieu d'une pièce de théâtre. Tout à coup, tout s'arrêtait, on projetait un truc burlesque et ensuite ça recommençait. Ça s'appelle une attraction, mais aussi le mot attraction, ça veut dire aussi des choses qui s'attirent.
Mais le mot attraction, au départ, veut dire, pour Eisenstein, il a cette expression magnifique, ce sont des moments agressifs. C'est-à-dire ce sont des moments où tout à coup, il y a quelque chose qui fuse et qui n'est pas fatalement dans la diégèse, dans la continuité narrative. Ce sont des coupures dans l'histoire, et c'est notamment ce que Benjamin a commenté dans les coupures à l'œuvre dans le théâtre de Bertolt Brecht. Tout ça va ensemble. Et ce sont des moments, donc au cinéma, des moments d'appel réciproque entre images qui font explosion. Il fallait montrer, ou même démontrer, si on peut dire, que le mot d'ordre qui est sur le carton avant et après ne pouvait pas mieux être servi que par une procédure totalement, apparemment subjective. Donc là, vous êtes encore un, mais vous êtes déjà un pour tous. Et puis là, vous êtes évidemment tous pour un, quoi. Ou le contraire. Enfin, en tout cas, la pars pro toto vous permet de passer d'un niveau à un autre. Et je dirais que c'est pareil pour les images du film que pour les personnages du film. Au même titre que les personnages de la scène du deuil autour du cadavre, au même titre exactement que ces personnages, les images, en tant que cadre mu par des conflits et des attractions, les images doivent former cette espèce de manifestation. Tous pour un pour tous. Donc, comme je l'ai dit déjà une fois, c'est pas seulement le soulèvement de 1905 raconté avec des images, ce sont des soulèvements d'images. Et là, on voit absolument comment Eisenstein, avec ses procédures de montage rapide, de synecdoque, de gros plans, se distingue très fortement de la façon, par exemple, dont Cécile B2000, déjà à cette époque, mais Griffith ou Cécile B2000 pouvaient filmer les foules, les mouvements historiques. Donc là où Eisenstein est absolument extraordinaire, c'est qu'il se distingue radicalement d'une façon de filmer les masses, les mouvements de foule surplombantes. Il ne surplombe jamais. Là, vous voyez, il se met au même niveau. Quelquefois, il surplombe. Mais tout de suite, il change le point de vue. Cécile B2000 change rarement son point de vue. Il est de toute façon surplombant vis-à-vis des foules des 10 commandements, quoi. Il y a Charlton Heston et puis il y a les foules qui construisent les pyramides, quoi. Et les foules sont... Voilà, je dis ça un petit peu en gros. Et puis, il s'oppose également radicalement à l'opposé, c'est-à-dire à ce qu'il appelait à l'époque lui-même la starisation de l'image individualisée. C'est-à-dire qu'on ne va pas rester sur le point de ce monsieur, et ce monsieur n'est pas un héros du tout, celui qui a serré les poings. Non, il fait juste partie d'un mouvement. Et c'est toute la polémique avec Béla Balázs dans les années 1926, où Eisenstein se dit extrêmement opposé à toute personnification du cinéma dans l'image individualisée. Et il argue du fait que ce n'est pas dans les images qu'il faut chercher l'essence du cinéma, mais dans les relations entre les images. Et la relation, c'est ce que dira aussi Godard plus tard, textuellement. Mais cette relation, elle s'appelle obraznost, elle s'appelle imagicité, l'opérativité de l'image. Une image jamais ne s'émancipe toute seule. Un ouvrier jamais ne s'émancipera tout seul, mais une image non plus. C'est pareil. Comme en politique, il lui faut à la fois le conflit et l'attraction avec les autres. Il lui faut la coupure et l'extase, voire cette espèce de procession bachique, je dis bien bachique, dionysiaque, c'est ce que les staliniens reprocheront à Eisenstein jusqu'à le menacer, véritablement, son côté dionysiaque.
il lui faut la coupure et l'extase qui sont des sortes de phénomènes originaires du montage. Là où on reconnaît souvent d'ailleurs un très grand artiste ou une très grande œuvre, c'est quand on s'aperçoit que, bon, ne parlons pas d'un artiste, parlons juste d'une œuvre. Une œuvre est, je vous le dis presque, enfin, c'est vraiment une expérience. Vous êtes devant une œuvre, elle est magnifique, elle dit ça, hein, et puis vous vous apercevez qu'elle est capable de dire au-delà de, de cela qu'elle dit. Vous vous rendez compte qu'elle est capable de faire autre chose que ce qu'elle fait, qu'elle est capable de s'agrandir elle-même, de s'amplifier, même de s'extravaser elle-même, de faire autre chose que ce qu'elle affirme. Donc, ce que je veux maintenant vous dire, c'est que tout ce que j'ai dit précédemment, je ne le nie pas, mais tout ce que je vais dire maintenant, c'est pour vous montrer que Eisenstein a été capable de faire le contraire, dans la même œuvre. Ça, c'est immense. Ça, c'est magnifique. Bon. Alors, Eisenstein, je reprends mon argument, il a coupé. Ça coupe de partout dans son film. Il a coupé le monde visible, il a coupé l'histoire racontée, donc le monde visible, c'est comme ça qu'on voit sur le quai du port un petit chat qui mange un poisson, quelqu'un qui pêche, des détails incroyables, des sous-vêtements qui sèchent sur des fils, toute la foule. Enfin, il coupe, il constitue un monde en coupant. Il coupe les corps humains eux-mêmes, il coupe les scènes avec des intertitres, hein, on n'a pas encore beaucoup parlé de ça, mais c'est extrêmement important. Ce que vous voyez est coupé, puis tout à coup, vous avez quelque chose à lire en blanc sur noir. Il a coupé son obraz à tour de bras, à tour de ciseaux, sans relâche, 1000 morceaux, 1001 morceaux de montage, avec conflit, attraction, gros plan, et donc, y compris dans cette image que vous avez devant vous, ce que j'appellerais le vertige du proche. Quelque chose, hein, notamment aussi ces cris, ces femmes qui crient, ces femmes qui meurent devant vous comme ça. Vertige du proche. Bon. Comme cela, Eisenstein arrivait à diviser toute chose pour son propre compte et donc à les remultiplier pour son propre compte. Voilà, ça, c'est ce qu'on peut savoir de plus évident sur sa méthode de montage. Ce que je veux dire, c'est qu'il fait le contraire aussi. Il fait aussi ça. À quoi ça sert? Pourquoi le fait-il? Pourquoi est-ce si important? Il fait ça non pas pour contredire ses propres contradictions et revenir à quelque chose d'unitaire. Non, non, il fait ça pour donner au film quelque chose qui va être vraiment la respiration du film ou le battement de cœur du film. Il y a des moments dans le Potemkin, des moments, comment dire, où le souffle se concentre en dedans, des moments d'inspiration, et puis il y a des moments où ça souffle vers le dehors, ça expire très fort. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui expirent dans ce film. Bon, et puis il y a des moments où de contraction, hein. Alors on pourrait dire, si on prend le battement de cœur, il y a des moments de systole et des moments de relâchement, c'est-à-dire des moments de diastole. Donc là, je vais vous parler de ça.